Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va faire le 5e scénario de la saga du Seigneur des Anneaux qui s'appelle Le Voyage dans l'Obscurité. Donc c'est un scénario très sympa, on est dans les mines de la Moria et cette fois on va être confronté aux invasions des gobelins et des orques et surtout à la fin du scénario au Balrog. Donc c'est un scénario qui va un petit peu casser la dynamique facile du début de la campagne, hein. C'est un petit peu plus difficile notamment parce que le Balrog il a 8 en attaque, 9 en défense, 25 points de vie, il est indestructible, il attaque 2 fois par tour, donc ça nous en fait un adversaire plutôt coriace. Voilà, donc je vais continuer comme le reste de la campagne avec mon deck Hobbit. J'ai déjà fait plusieurs fois cette vidéo, malheureusement, des fois le scénario est vraiment très très long et donc c'est difficile à monter et je sais pas s'il faudrait pas essayer de faire une partie un peu plus courte, quitte à refaire plusieurs fois les parties. Voilà, donc tout est prêt devant moi, j'ai déjà presque tout préparé. Donc dans le deck de rencontre, je vous rappelle qu'il faut rajouter Gilles Glorion, qu'il faut rajouter Transi de Peur que j'ai gagné dans les précédents scénarios. J'ai gagné aussi Noble Héros qui est attaché à Bilbon Saké. J'ai gagné Retard de Gandalf que je mets dans la zone de cheminement. Et le vieux conte à faire peur, je ne sais pas à qui je l'ai alloué, donc on va dire à Pipin. Voilà. Et après, on va passer directement à la carte de campagne, donc voyage dans l'obscurité. Vous jouez en mode campagne, mise en place, mélangez dans le deck rencontre les cartes fardeau traîtrise suivantes, donc poursuivi par l'ennemi et l'ombre de la peur. Donc ce sont ces deux cartes traîtrises qui sont bien pénibles. Mais normalement, hein, comme on joue comme on joue de toute façon risquer la lumière et l'autre carte de Maléville hors de la nature, normalement on doit pouvoir essayer de les esquiver, mais il y a d'autres cartes aussi dans ce scénario qui sont très costauds et donc il faut également esquiver, ça fait beaucoup trop de trucs à esquiver, donc on ne pourra pas tout esquiver de toute façon. Et après on place dans la zone de cheminement les deux fardeaux, blessure grave et accablé par le chagrin. Donc blessure grave, c'est si jamais on se fait blesser un de nos héros, et à chaque fois qu'il va s'incliner après, il suffira de sa blessure. Et accablé par le chagrin, c'est dès qu'on perd un personnage, on l'attache à un de nos héros, et dès qu'on perdra un personnage, ce héros sera à nouveau incliné et ne pourra pas se redresser jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc là normalement tout est fait. Voilà, j'ai pas initialisé mon compteur de menace, hein, je vous rappelle, ma menace c'est 21, mais avec Foulque Beaufin, je rediminue ma menace de 1 par Hobbit que j'ai en jeu, et comme j'ai 4 Hobbits, je repasse à 18. Étape numéro 1, la longue et ténébreuse Moria. Étape 1A, mettez de côté, donc le Balrog, je l'ai mis déjà là. Le grand pont, il est également là. La chambre de Mazarboul, elle est là. Et Brom Brom Brom, on doit le mettre dans la zone de cheminement. Donc tout ça en dehors du jeu. Chaque joueur cherche un lieu différent dans le deck de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Donc moi je mets des mines de la Moria parce qu'en fait elle s'explore toute seule. Il n'y a pas besoin de voyager vers elle. C'est-à-dire que c'est un lieu assez facile, hein, 2 de menace, 4 pour être exploré. Tant que la mine de la Moria est dans la zone de cheminement, les marqueurs de progression doivent être placés sur la mine de la Moria avant d'être placés sur la quête en cours. Donc c'est typiquement ce genre de lieu qu'on aime, hein, parce qu'il s'explore tout seul, sans voyage, sans rien du tout. Et donc c'est fantastique. Voilà, mélanger le deck de rencontre, tout ça j'ai fait. Et on va passer directement à l'étape 1B, 14 jetons pour être explorés. Et quand un joueur engage intentionnellement au combat un joueur, on enlève un marqueur de dégâts sur la porte. Enfin, c'est pas la porte, hein, brom brom brom, c'est le bruit que fait le Balrog dans l'escalier. J'ai oublié, il faut commencer par mettre 10 marqueurs de blessure sur cette carte. Donc tous les tours, il va falloir en enlever un à la fin de la phase de quête. Et si jamais il y a un moment où il n'y en a plus, le Balrog déboule. Et alors là, c'est le drame absolu. Voilà, 10 marqueurs. Donc là, normalement, on est prêt pour commencer la partie. Donc voilà, hop, j'ai fini l'introduction. Donc maintenant, je vais commencer par... je vais commencer le scénario. Allez, c'est parti, on pioche notre main de départ. Donc, on a droit d'avoir que 5 cartes malheureusement à cause du retard de Gandalf. Hop là. Ou un risquer la lumière, c'est pas mal. Hors de la nature, c'est pas mal non plus. Moi, je vous avoue que je cherche les cartes en secret. Donc, il ne faut pas hésiter à être un petit peu plus gourmand pour le début. Des conseils de Mitrandir, des débrouillards. Toujours de la thune, hein, on cherche toujours de la thune. Ou même le gros, comment il s'appelle?
Oh mince. Sylvebarbe. Allez, on commence directement le premier tour, donc on peut virer le retard de Gandalf, puisque maintenant il n'aura plus d'effet sur la partie. Un de ressources sur chacun de mes personnages, et grâce à Bilbon Saké, je pioche 2 cartes. Ok, un deuxième... Ah non, j'ai pas de deuxième, c'est mon premier hors de la nature. Bien, alors que faire avec ces ressources? Soit je sors directement un protecteur de la salle de jaillissement, ce qui me paraît être une assez bonne option. Ouais, plus vite on les sort, les hunts, et mieux c'est. Donc je vais payer 3, je vais sortir un protecteur de la salle de jaillissement. Pour 0, je vais faire un peuple de la comté, je passe à 14 de menace. Hop là. Et après, pour une ressource de Frodon Saké, je vais jouer un débrouillard sur Pipin. Allez, on part en quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a 2. Moi, je vais mettre 2, 4, 6 et 8. Je mets 8 dans la quête. On révèle une carte. Et ce sera une salle de garde abandonnée. Donc 3 de menace. Tant qu'elle est le lieu actif, tous les ennemis en jeu ont -1 en attaque. Et trajet, on doit défausser la première carte du deck rencontre pour voyager vers ce lieu. Chaque joueur augmente de X son niveau de menace, où X est la valeur de la carte défaussée. Donc il y a 5 dans la zone de cheminement. Moi, je fais donc un succès de quête de 3. Et on place 3 marqueurs d'exploration sur les mines de la Moria. Ensuite, je vais voyager vers la salle de garde abandonnée. On défausse une carte. C'est un troll des cavernes. Et du coup, je dois augmenter de 3 mon niveau de menace. Je passe à 17. C'est la fin du tour. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 mon menace. Je passe à 18. C'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je gagne 1, 2, 3, 4 et 5 ressources. Qu'est-ce que je peux jouer? Pas grand chose. Hein. Bon, j'ai des chansons à boire pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pile. Est-ce que je refais ma main avec un vieux compte à faire peur? Donc je vais directement utiliser un vieux compte à faire peur pour immédiatement remélanger ma main dans ma pioche et repiocher 6 cartes. Donc là on cherche les cartes de pioche. Hein. J'aurais pu le faire avec une chanson à boire. Mais bon, là étant donné que c'est gratuit et que pour l'instant je n'ai pas de amour des histoires, autant garder les chansons à boire pour quand j'aurai des amours des histoires. Voilà, donc je repioche 6 cartes. Voilà, conseil de Mitrandir, débrouillard, on est quand même sur quelque chose de costaud là. Donc avec une ressource, je vais rejouer un débrouillard. Avec une ressource, je vais jouer un conseil de Mitrandir. Je pioche 3 cartes. Ok, un ent errant, c'est pas mal. J'ai combien? J'ai plus que 3 ressources là. Alors, soit on joue gourmand, soit on joue chaud. Je pense que je vais jouer propre. On va jouer un Gaffer Gamji parce qu'il y a plein de cartes malheureusement qui sont extrêmement punitives dans ce scénario. Je vais payer une ressource pour jouer un Enamart et justement prévenir ce genre de cartes. Et je vais rejouer encore un peuple de la comté. Je repasse à 14 de menace. À la fin du premier tour, j'ai oublié d'enlever un marqueur de Brom. Voilà, donc j'ai plus de ressources, je suis obligé d'arrêter de jouer. Donc dans la zone de cheminement, il y a 2. Je vais envoyer dans la quête 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais envoyer 9 en quête. 9 en quête, ça me paraît suffisant pour l'instant. Hop là, on révèle une carte. Maudit 1, je passe à 15. Une fois retiré un marqueur de dégâts de Brom ou le Balrog vous attaque. Donc je retire un marqueur de Brom puisque on est obligé de résoudre totalement un des 2 effets. Du coup je fais un succès de quête de 7. Il y en a 3 qui vont sur le lieu et il est exploré. 2 qui vont... non, 1 qui va là. Donc ça fait déjà 4 et il y en a 3 qui vont sur la quête en cours. 1, 2, 3. Voilà, donc là, la zone de cheminement est complètement safe. Je vais incliner Enamart pour regarder la carte qui arrive le prochain tour. Donc c'est un orque de la Moria. Soit vous retirez un marqueur de Brom, soit vous révélez une carte rencontre supplémentaire. Alors là, je vous avoue que dans mes derniers tests, j'ai manqué beaucoup d'ennemis. Ça a allongé énormément la durée de la partie. Donc j'ai vraiment pas envie de le laisser passer, ce petit loup.
Et révéler une carte rencontre supplémentaire. Est-ce que c'est grave? Je peux passer en étape ici. J'ai pas de carte pour piocher d'un autre côté là. Si, je pourrais jouer un risquer la lumière, un regard pénétrant à prix d'or. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? Ah, j'ai un conseil de Mitrandir que je pourrais faire avec le parchemin d'Isildur. Pour 2, ça me permettrait de piocher 3 cartes. C'est pas fou quand même. Hein. Surtout que pour 2, le regard pénétrant me permet de faire exactement la même chose. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais redresser tout le monde. Hop. J'augmente de 1 mon niveau de menace, je passe à 16. Et c'est la fin du niveau du tour 2. Je passe au tour 3. Début du tour, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Je gagne un grand foisonnement de ressources. 1, 2 et 1. Alors, moi je serais pour installer des hunts par gros paquet. Ouais. Je garde les ennemis dans la zone de cheminement et je les engagerai en phase 2 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai que 5 ressources. Je pense quand même que je vais faire un hors de la nature. Hors de la nature. Ah pardon, ça va en pile de victoire. Je pioche les 5 premières cartes. Je vais jeter une de ces 5 cartes. Je vais jeter celle-là, là, le Touk stupide. Maudit 2, mélanger la pile de défausse et le deck rencontre, et défausser des cartes du sommet jusqu'à ce que X ennemis ait été révélé, X est le nombre de joueurs dans la partie, placés dans la zone de cheminement. Je me demande vraiment lequel est le pire, quoi. Bon, je vais virer il vient. Voilà, on mélange tout le reste. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais encore jouer un protecteur de la salle de jaillissement. Voilà. Est-ce que je peux piocher? Non. Pas pour l'instant. Donc, on va repartir en quête. Je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je mets 11 en quête. Donc là, on essaie d'aller le plus vite possible en espérant ne pas tomber sur le chef de guerre orc. On tire une carte et c'est un Uruk du Mordor. Donc une fois révélé, effectue une attaque contre le premier joueur. Donc là de toute façon il attaque à 4, je suis obligé de défendre avec Amphas Gamgee ou Enamart. Enamart, je pourrais plus regarder le carte du dessus du deck. C'est dommage ça. Non, je défends avec Enamart. Donc il attaque à 4, plus rien du tout. Alors j'avais mis en quête 11. Du coup, il y a 2 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de 4 de 9. Donc on est à 12 jetons d'exploration sur la quête en cours. 5, 6, 7, 8, 9. Donc il me manque que 2 pour passer à la deuxième étape. Hop, on redresse tout le monde, puisque j'ai rien du tout à faire d'autre. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 17. C'est la fin du tour 4. Du tour 3, on passe au tour 4. Je pioche 2 cartes. Je gagne 1, 2, 2 et une ressource. Alors, je vais jouer un amour des histoires sur Fulk Buff. Ensuite, je vais jouer un risquer la lumière. Ok, donc là maintenant il me faudra un hors de la nature assez rapidement. Lui, il n'a pas d'effet d'ombre. Il attaquerait à 4, je pourrais le défendre avec un protecteur de la salle du jaillissement et il serait défaussé. Mais c'est sympa de le virer avec hors de la nature ce truc là. Parce que comme ça je l'ai pas en phase 2 quoi. Et lui il est tout aussi relou. Mais l'avantage c'est que ça fait 2 ennemis. Donc ça c'est plutôt pas mal, du coup j'aurai mes 3 ennemis directement. À la fin du dernier tour je pense que j'ai encore oublié d'enlever un marqueur de brom de blessure. Ok. Je jette celui-là et après je ferai un Tom Bombadil au prochain tour. Tom Bombadillon. Je vais défausser 2 ressources. Je vais jouer un Ent errant. Je vais payer une ressource pour jouer un parchemin d'Isildur.
vais payer une ressource pour jouer avec le parchemin d'Isildur directement un conseil de Mithrandir depuis ma défausse et le mettre en dessous de ma pioche. Je vais pouvoir jouer un deuxième amour des histoires sur Bilbon Saké. Et après je vais garder le breuvage Hans pour mettre sur Sylvebarbe le tour où je l'aurai. Donc lui il faut que je le garde pour défendre, on a dit. Mais après je peux quêter comme un gros sale. Sachant qu'il y aura 4 dans la zone de cheminement, il faut 2 succès de quête, donc il faut juste 6. Est-ce que je pourrais pas profiter directement pour garder ces deux-là, défendre 2 fois. Le deuxième, il n'y avait pas d'effet d'ombre, je crois aussi. Hein. Non, c'était un archer, je crois qu'il n'y a pas d'effet d'ombre sur le deuxième non plus. Et après, il faut combien? Il faut 7 pour les tuer. Oh ouais, 7 c'est dur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de dégâts, c'est pas beaucoup. Mais au moins, il commence à être entamé. C'est déjà ça de prix. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ou sinon, je le bloque avec un face Gamji. Donc là, il y a 2 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 2, 4, 6. Je vais mettre 6 en quête. 6 en quête. Hop. On révèle une carte. C'est encore un Uruk du Mordor. Du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. Et quand il arrive, il m'attaque immédiatement. Je vais défendre avec un protecteur de la salle de jaillissement. Il attaque à 4 sans effet d'ombre. Je prends 2 points de dégâts. Je fais un succès de quête de 2. Il y a pile 14 marqueurs de progression sur la quête en cours. Et la quête 1 est passée. On passe à l'étape 2. On place la chambre de Mazarboul dans la zone de cheminement. Ensuite, il faut 9 pour explorer cette quête. Ok, donc s'il n'y a aucun ennemi dans la zone de cheminement au début de la phase de quête, le premier joueur doit révéler une carte rencontre supplémentaire lors de cette phase de renforcement. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape de quête tant qu'il n'y a pas X marqueurs de ressources sur cette carte, où X est le nombre de joueurs dans la partie multiplié par 3, donc il faut 3 marqueurs de ressources et 9 marqueurs d'exploration pour passer cette quête. Et forcé, quand un ennemi est éliminé, placer un marqueur de ressources sur des tambours des profondeurs. Des tambours, pardon, dans les profondeurs. Donc après, la chambre de Mazarboul, elle est immunisée aux effets des cartes joueurs, 4 en menace dans la zone de cheminement pour 4 de valeur d'exploration. Il y a marqué, les joueurs ne peuvent pas passer à l'étape suivante tant qu'elle est en jeu, mais par contre, trajet, chaque joueur cherche un ennemi différent dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le place dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu, sachant qu'on est obligé de prendre au moins un chef orc, donc c'est quand même assez costaud. Donc on va peut-être pas voyager pour l'instant, on va peut-être se garder ça pour plus tard. Au début de la phase de rencontre, le chef orc engage le premier joueur. Donc en plus on peut même pas l'esquiver le chef orc. Donc je pense que pour l'instant on va rester sur ce statut là. À la fin de la phase de quête, je vais penser pour une fois à enlever le marqueur de Brom Brom Brom. D'ailleurs, il y a peut-être un marqueur encore que j'ai dû oublier, parce que là, normalement, je suis au tour 4, il devrait en manquer 4, ouais, c'est ça. Donc il reste 6 marqueurs sur Brom Brom Brom. Donc je ne vais pas voyager. Pendant la phase d'engagement, je vais engager lui au combat. Ensuite, soit je le défends si je suis couillu, mais je vais plutôt renvoyer Amphas Gamji dans ma main, pour pas qu'il ait droit de m'attaquer ce tour-ci. Et comme ça, je vire l'archer de la Moria. Je peux attaquer avec un protecteur de la salle de jaillissement. Et Foulque Boffin, j'attaque à 4, il défend à 2. Du coup, il prend 2 points de dégâts. Ah, j'ai oublié, au moment où je l'engageais, avec Pipin, je pouvais piocher une carte. Allez, on est parti. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Au moment où je redresse les 2 protecteurs de la salle de jaillissement, j'ai droit de soigner 2 fois 1 point de dégâts sur des hunts. Je passe à 18 de menace. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je gagne une 2, une ressource. Alors, moi je serais bien tenté pour regarder la carte de jouer en itilien, puisque je suis guetteur de l'itilien, pardon, parce que je suis en secret. Comme ça, je peux regarder la carte. Donc, c'est une carte transit peur. Hein. Le premier joueur doit incliner l'anneau unique. S'il ne le fait pas, bon, c'est pas scandaleux, mais je vous avoue que de toute façon, il faudra révéler une autre carte. Donc, autant que je fasse pour 2 ressources, 1 et 2 ressources, je vais faire Tom Bombadilon. Donc, Tom Bombadilon, ça fait qu'on prend Tom Bombadil, on le mélange dans le deck de rencontre, et on met Tom Bombadilon dans la pile de victoire. Du coup, il y a 3 cartes dans la pile de victoire maintenant. Je peux jouer mes regards pénétrants pour seulement 2 ressources.
Hop là. Alors des regards pénétrants, j'en ai 2. C'est pénible parce que... Et je peux incliner les 2 amours des histoires pour gagner 2 ressources parce que je viens de jouer une carte champ. Je vais repayer pour 2 ressources Amfast Gamji. Est-ce que je paye un regard pénétrant pour piocher des cartes? Oui. Allez, pour 2, je vais jouer un regard pénétrant. Maintenant, il y a 4 cartes dans la pile de victoire et je peux piocher 3 cartes grâce à cette carte. Bon, il y a les grandes chasses, je vous avoue que malheureusement dans ce scénar, elles servent à rien. Je vais jouer un parchemin d'Isildur, je vais immédiatement le déclencher pour jouer un risquer la lumière et le mettre en dessous de ma pioche. J'ai le droit de regarder les 3 premières cartes et les trier dans l'ordre que je veux. Alors lui, il va m'engager. Soit je révèle une carte rencontre supplémentaire, c'est pourri. Répartissez X points de dégâts et après il y aura des archeries tous les tours. Ok, moi je serais plus pour prendre lui déjà, qui est le moins pire. Effet d'ombre, le joueur en défense augmente de 1 son niveau de menace pour chaque ennemi engagé au combat avec lui. Ouais, c'est bien pénible en fait tous ces trucs là. Le troll, je peux pas le défendre tant que j'ai pas Sylvebarbe. Ah si, je peux jouer avec Amfast Gamji toujours. Hein. Ne peut pas avoir d'attachement pour chaque point de dégâts en excès. C'est peut-être le moins pire, le troll. Je sais pas si on peut parler de moins pire. Il a 3 en menace quand même. Je peux mettre le troll. Je le bloque. Et lui, je défendrai avec lui. Je l'engage au combat. La chambre de Mazarboul. Il y a déjà 6 dans la zone de cheminement. Plus 3, ça ferait qu'il y aurait 9. 9, c'est beaucoup quand même. Hein. Et de toute façon, c'est 9 ou 8. Donc peut-être le troll, c'est presque un moindre mal, je crois. Je l'engage, c'est ça le troll? J'avais prévu de l'engager carrément. En quoi ce serait scandaleux d'engager lui à la place plutôt que de laisser le troll? Ah, parce que lui il a que 2 en menace alors que le troll il a 3. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gros ennemis. Je peux en virer un, remarque, avec Risquer la lumière. Donc je peux peut-être virer lui, qui est pénible. Disons que là je connais l'effet renfort, quoi, hein, donc c'est simple, c'est sympa de connaître la carte ombre aussi. Hein. Ouais, je vais laisser comme ça. Et l'autre, je le défendrai du coup avec un protecteur de la salle de jaillissement. Il faudrait que j'en tue au moins, donc il faudrait que je garde 4 points de dégâts. Donc on dit qu'on garde eux. Lui pour défendre, et le reste c'est bon. Donc je peux mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je mets 11 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 6. On révèle une seule carte puisqu'il y a déjà un ennemi dans la zone de cheminement. C'est un troll des cavernes. Du coup, il y a 9 de menaces dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 2. 1, 2. Ensuite, pendant la phase de voyage, je voyage toujours pas. Pendant la phase d'engagement, je vais engager volontairement le troll au combat. J'espère que je ne me suis pas trompé. Normalement, c'est celui-là, puis celui-là. 36 et 34. Voilà. Je renvoie Gaffer Gamji dans ma main pour empêcher que le troll ne m'attaque. Et lui, je le défends avec un protecteur de la salle de jaillissement. Il attaque à 4, pas d'effet d'ombre. Donc lui, il prend 2 points de dégâts puisqu'il n'a que 2 en défense. Et après, je contre-attaque. Ah, j'ai oublié encore de piocher une carte avec Pipin, j'ai du mal avec ça. J'attaque avec le guetteur de l'Itilien et un ent errant. J'inflige 4 dégâts et lui, il est mort. Quand je tue un ennemi, on place 1 de ressources sur les tambours des profondeurs. Et à la fin de la phase de quête, j'ai encore oublié d'enlever un point de blessure sur Brom Brom Brom. Ok, est-ce que je peux faire autre chose? Là, il y a 4 cartes, donc je pourrais payer pour 1. Je pourrais payer le regard pénétrant. Est-ce que ça sert? Non, ça sert à rien du tout, donc on va attendre le tour prochain. Hop. Je redresse tout le monde. Quand je redresse tout le monde, je peux encore soigner 2 points de dégâts sur eux.
Je passe à 19, c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6, je pioche 2 cartes et je gagne tout un tas de ressources. Ah, mais pendant la phase de combat. Ah bah voilà, pendant la phase de combat, je pouvais payer 3 directement, parce que ça c'est vrai que j'ai pas envie de m'en servir, parce que pour la quête c'est pénible, mais un troll des cavernes quand même à tuer c'est super long, donc je vais le défausser directement. Ouais, je vais le défausser directement. Bon, je l'avais, hein, c'est en piochant la deuxième grande chasse que je viens d'y penser. Allez, on va gagner des ressources, donc là on est au début du tour, je viens de piocher 2 cartes, je gagne 2 ressources et une ressource. J'ai pas beaucoup de trucs en jeu, hein, mais il faut dire que j'ai pas eu beaucoup d'alliés. J'ai pas mes risqués, je vais encore faire un risquer la lumière pour voir ce qui arrive, et trier. Ça c'est le moment moche, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Alors des ennemis, je peux aller en chercher un de toute façon en allant chercher le chef de guerre orc. Comment il s'appelle lui? Au début de la phase de rencontre, c'est le chef orc juste. Donc il me faudrait Gaffer Gamgee pour le défendre, et après il me faudrait 9 dégâts pour le tuer. Ensuite, modé du mélanger le pile de défausse rencontre, ça je veux pas le faire. Fatalité, retirer de la quête un personnage et défausser des cartes, donc je peux le faire dans ce sens-là déjà. Comme ça, il y aura 0 en renforcement ce tour-ci. Il faudrait que je vire un mec et que je garde combien d'attaques j'ai dit? 9. 9, ça me paraît énorme. Hop, pour 2 ressources déjà je vais jouer lui, ça c'est sûr. Puis après je peux trop rien jouer de plus pour l'instant. Si, je peux payer un ent. Un protecteur de la salle des jaillissements. C'est tout ce que je peux faire. Donc là il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi je garde un maximum d'attaque là pour essayer de tuer le mec le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Est-ce que j'ai au moins 6 pour aller en quête? Je vais mettre lui, donc là ça fait 3, 4, 5, 6, 7 enquêtes. Je mets 7 enquêtes, il y a 6 dans la zone de cheminement. On révèle une carte. C'est une crevasse profonde, fatalité. Une fois révélée, retirez de la quête un personnage que vous contrôlez. Donc je vais virer Amphaze Gamgee. Je passe à 6 en volonté dans la quête. Et je dois défausser la carte du dessus de la pioche. Ça a 0 de menace. Mais moi, comme j'ai 1 en volonté, mon personnage n'est pas détruit. Du coup, je fais pas de succès de quête, mais je fais pas d'échec de quête. Ensuite, je vais voyager vers la chambre de Mazarboul. Je dois chercher un ennemi différent dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Donc je vais prendre directement le chef orc. À la fin de la phase de quête, j'ai encore oublié d'enlever le point de dégâts sur Braun. Donc lui c'est au début de la phase de rencontre, il m'engage. Donc au début de la phase de rencontre, il m'engage. Je ne sais pas si ça compte comme un engagement intentionnel. Donc dans le doute, je ne vais pas piocher une carte avec Pipin. On met une carte. Pendant la phase de combat, je vais utiliser Amphaze Gamgee et la renvoyer dans ma main pour pas qu'il puisse m'attaquer. Puisqu'il a 40 en menace et que moi j'ai que 19, ça marche. Et après, du coup, je vais attaquer avec tous mes hunts, ça fait 6, plus le guetteur de l'Itilien, plus Bilbon, ça fait 9, et il est immédiatement détruit. Du coup, je vais placer une ressource sur les tambours dans les profondeurs. Ok, ben écoutez, on est pas mal du tout. On va passer à la phase de restauration. Je reste tout le monde. Avec un vif sorbier, je me sentirais vachement mieux quand même. Parce que je vous avoue que quand le Balrog il arrive, vous avez intérêt à ranger les saucisses parce que ça cogne. On passe au tour 7. Il reste 4 marqueurs, j'ai joué 6 tours, donc j'en ai forcément oublié un à un moment, puisqu'il y a une traîtrise qui m'en a fait enlever un. Il devrait en rester que 3. Bon, l'essentiel c'est juste que je me sois pas gouré à un moment, mais comme je vous dis, là on est au tour 7, donc ça veut dire que j'ai joué 6 tours, j'en ai enlevé 6, et il y a la traîtrise au premier tour là qui m'en a fait enlever 1. Donc normalement, il doit en rester que 3. Et il en reste que 3. Début du tour, je gagne des ressources.
une, deux, et une sur lui. Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Ok, et là maintenant on va pouvoir un petit peu commencer à faire des trucs. Pour 2 ressources, 1, 2, je vais jouer encore Amphas Gamgee. J'ai pas d'allié à part Mamlung. Quand Mamlung entre en jeu, vous choisissez un ennemi et je peux l'engager au combat, cet ennemi. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, je m'en fiche, non. Le regard pénétrant, je le paierai 1, donc je vais payer un regard pénétrant pour piocher, hop, ça part en pile de victoire, pour piocher 3 cartes. Et 3. Je vais jouer les peuples de la comté pour diminuer de 4 mon niveau de menace et je passe à 16. Et là j'ai beaucoup de cartes, je peux faire une chanson à boire. J'ai un int errant, est-ce que je le joue? Donc j'aimerais garder mes ressources pour jouer Sylvebarbe en fait. Normalement j'ai 2 amours des histoires, donc même si je paye celui-là, il me resterait que 3. Ouais, donc je vais jouer un int errant pour 2 ressources. 1 et 2. Et derrière je vais jouer une chanson à boire. Donc en réponse immédiate, je vais gagner 2 ressources avec mes 2 amours des histoires. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et comme j'ai au moins un personnage unique Hobbit, j'ai le droit de piocher une carte de plus. Donc je vais piocher 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, j'ai enfin le Sylvebarbe tant attendu. Je suis toujours en secret, je peux faire un risqué lumière. Bon bah là je suis refait. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Par contre j'ai plus le breuvage Hunt. Je vais sortir Sylvebarbe. Pour une ressource, je vais jouer un débrouillard sur Foulque Boffin. Ensuite, je vais jouer un risquer la lumière pour trier les 3 premières cartes comme je veux. Ok, donc il y a mine de la Moria, ça c'est top. Sachant que ce tour-ci, je passerai certainement pas. Je pourrais quand même en profiter pour défausser celui-là et au prochain tour avoir mine de la Moria. Sauf que lui, si il m'engage ce tour-ci... Ah, je pourrais progresser sur la quête et explorer la chambre de Mazarboul sans engager lui ce tour-ci et me laisser du coup le dernier tour pour me mettre en place. Moi, ça me paraît une bonne stratégie, ça. Donc, je ne l'engage pas encore ce tour-ci. D'accord, et il y aura 0 dans la quête, donc il faut que je mette... et le prochain tour, on rajoutera, avec la Moria, on rajoutera 2 de menace. Ça me paraît être un bon plan. J'ai plus rien à jouer. J'ai plus rien. De toute façon, j'ai plus de sous. Donc là, il me faut faire un succès de quête de 7 pour explorer ça, de 4 pour ça et de 2 pour ça. Donc ça fait 7 plus 4 plus 2, ça fait 13. Donc déjà, je mets ici 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, ça suffit. Ouais, 15, ça suffit. Donc je mets 15 en quête. Il faudrait rajouter un mec. Donc je vais mettre 16 en quête. On révèle une carte, c'est encore une crevasse profonde. Donc je vais choisir de retirer Amphas Gamgee de la quête. Il me reste plus que 15. Je défausse la carte du dessus. Si jamais le valeur de menace est supérieure à la valeur de volonté, le personnage est défaussé, mais là ce n'est pas le cas. Du coup, il est juste retiré de la quête. Dans la zone de cheminement, il y a 2. Donc je fais un succès de quête de 13. Il y en a 4 qui vont explorer ce lieu. Il part en pile de victoire. Et il y en a 9 qui vont sur la quête en cours. Donc maintenant, il y a assez de jetons. 1, 2, 3. Et 5, ça fait 8. Et 1, ça fait 9. Donc il y a 11 jetons, on est large. Donc à la fin de la phase de quête, j'enlève encore un marqueur de brom. Il n'en reste plus que 2. Ok. Et c'est tout. Pendant la phase d'engagement, je ne vais pas engager lui pour gagner encore un tour. Je redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace. C'est la fin du tour 8. On passe au tour 9.
Je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Je gagne une de ressources, une de ressources, une de ressources, une ressource et une ressource sur Sylvebarbe. J'ai pioché 2 cartes, ok, d'accord. Là, je sais que c'est une mine de la Moria, donc ça sert à rien de bricoler le deck de rencontre ce tour-ci. Donc on reste tranquille, on s'énerve pas. Au pire, je peux jouer un en exploration. Ça me permettrait de trier le deck de rencontre après. Sachant qu'à la fin de la phase de quête, on sera passé à l'étape 3. Le Balrog, il va peut-être m'attaquer 2 fois ce tour-ci. J'ai toujours pas le Breujage Hunt, non. Du coup, je vais payer une ressource pour aller jouer un conseil de Mitrandir. Je pioche 3 cartes. 2 et 3 cartes. Ouais, après, il y a le choix des nobles. C'est carrément rejouer Sylvebarbe en payant, quoi. Ah non, parce que du coup, je vais passer cette quête pendant la phase de combat. Ah ouais, je passe pendant la phase de combat, donc on est bien là, on est large. Du coup, il va pas m'attaquer ce tour-ci, le Balrog. Oh là là, c'est tellement bon de trier son deck comme on veut là. Ça en est presque abusatoire, quoi. J'ai pas besoin vraiment des cartes que j'ai là, puisque l'exploration il est là. Donc moi je pense que je vais carrément essayer de faire une chanson à boire pour gagner des tonnes de ressources. Est-ce que c'est pas trop gourmand parce que j'ai plein de réponses au jeu là déjà? Il vaut mieux garder le parchemin des Isildurs pour faire un risquer la lumière au prochain tour, non? Pour essayer d'aller chercher le tome Bombadil que j'ai mis dans le deck de rencontre, ou pour trier les effets d'ombre du Balrog. C'est juste que j'aimerais bien avoir mon breuvage Hunt pour tanker au moins une fois avec Sylvebarbe. Est-ce que j'ai des alliés à jouer pour faire des dégâts? Ouais, j'ai lui. Mais c'est intéressant de le jouer au tour prochain plutôt que ce tour-ci. Ok, donc c'est une mine de la Moria qui va arriver, on le sait déjà. Donc moi je vais aller sur cette quête-là. Il faut 6 pour la mine de la Moria, plus 4 pour lui, ça fait 10, plus 2 avec l'Uruk du Mordor, donc il faut 12 dans la quête. 12 dans la quête. On va plutôt mettre les hobbits parce qu'ils frappent pas trop fort. Donc 2, 4, 6, 7, 10 et 2, 12. Donc je mets 12 en quête. 12 dans la quête. C'est bon, je me suis pas cuté là? 6 et 4. Et je pars sur cette quête annexe ici. On révèle une carte. C'est une mine de la Moria. Donc ici, dans la zone de cheminement, il y a 4. Moi j'ai mis 12. Ça fait un succès de quête de 8. Donc normalement je dois mettre 8 pions en exploration, mais la mine de la Moria dit qu'il faut d'abord mettre 4 jetons sur cette quête, et après j'en mets 4 sur en exploration qui part en pile de victoire. Quand il part en pile de victoire, je peux prendre les 5 premières cartes du deck rencontre. Je peux en virer une du jeu, donc je vais virer plutôt celle-ci, puisque j'ai pas envie que le Balrog m'attaque quand il sera là. Et après je peux trier toutes les autres dans l'ordre que je veux. C'est quoi qui se passe à l'étape 3? Il va falloir révéler une carte, donc plutôt la mine de la Moria toujours. Lui, je vais l'engager, donc je peux peut-être mettre une carte pénible en effet d'ombre. Il attaquera à 5, donc je prendrai 2 points de dégâts, donc on peut à la limite mettre cette carte là en effet d'ombre, 7 cartes pour le deck rencontre, pour le truc du deck rencontre au prochain tour, et pour la première attaque du Balrog, on pourra mettre celle-là, mais d'ici là je retrierai le deck de toute façon. Et je peux mettre celle-là à la limite en deuxième, puisque avant la phase rencontre, j'aurai un guetteur de l'Itilien, j'en profiterai pour le virer. Je l'ai toujours, hein, le guetteur de l'Itilien, ouais c'est bon. Donc là, quand on résume bien, en 1, je mets l'effet renfort de lui pour ce tour-ci, en 2, je mets ça pour le guetteur de l'Itilien, en 3, je mets ça pour la phase de renfort au prochain tour, et il me restera une carte sans effet d'ombre au cas où si le Balrog m'attaque. Ok, donc là c'était la fin de la phase de quête. Je vais enlever un marqueur sur Brom Brom Brom, donc pour l'instant il ne se passe rien. Après on va passer à la phase de rencontre, je vais engager lui intentionnellement, du coup je pioche une carte, une petite chanson à boire. Il m'attaque, je vais défendre avec Sylvebarbe, il m'attaque à 4, plus si votre niveau de menace est supérieur à 35,
Moi je suis à 17, donc il m'attaque à 5. Comme je défends à 3, je prends 2 points de dégâts. Et après en contre-attaque, je vais infliger 2, 4, 6, 8 points de dégâts. Il est mort. Au moment où il est mort, on met un marqueur de ressources sur la quête 2B là, des tambours dans les profondeurs. Il y a 3 marqueurs de ressources plus 11 marqueurs d'exploration. Du coup cette étape est passée et on passe à l'étape. Oui, du coup j'ai oublié, il fallait d'abord mettre la mine de la Moria puisqu'il y avait une carte de plus qui avait été révélée par cette truc là, j'ai complètement oublié de faire ça. Voilà, étape 3A, placer le grand pont, hop là, le grand pont dans la zone de cheminement. Chaque joueur révèle une carte du deck de rencontre, donc moi c'était la mine de la Moria que je voulais mettre, et retire un dégât de Brom Brom Brom. Et ça c'est à la fin de la phase de quête que tout ça s'active. Donc à la fin de la phase de quête, vous retirez un marqueur de dégâts de Brom Brom Brom. Ensuite, s'il n'y a aucun marqueur de dégâts sur cette étape, vous placez le Balrog dans la zone de cheminement. Donc ça, ce sera au début de la phase de à la fin de la phase de quête prochaine. On retourne, on passe à l'étape 3B. On ne peut pas placer plus de 5 marqueurs de progression sur cette étape à chaque tour. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le grand pont est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le grand pont, ça a 5 de menaces, 5 pour être exploré. Immunisé aux effets des cartes joueurs. Réponse, quand le grand pont est exploré, défausser un héros pour infliger X points de dégâts au Balrog, X étant la menace de ce héros. Ensuite, le Balrog perd tous les mots-clés. Pour le restant de la partie, n'importe quel joueur peut déclencher cette réponse. Donc le but en fait, comme le Balrog est indestructible, ça va être de sacrifier un de nos personnages pour qu'il perde le mot-clé indestructible et pour qu'on puisse enfin le tuer. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à faire de spécial pour ce tour? Rien, donc on va s'arrêter immédiatement là, on va redresser tous nos personnages et soigner avec les protecteurs de la salle de jaillissement les 2 points de dégâts sur Sylvebarbe. On redresse tout le monde, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 18. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je gagne 2 ressources ici, 2 ressources là, et 2 ressources ici. Je vais payer une ressource pour jouer un guetteur de l'Ithilien. Je peux révéler la première carte du deck. Si c'est un ennemi, je le défausse, donc je vais le défausser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de particulier à jouer? Juste pour épurer toujours le deck, je vais payer une ressource et je vais jouer un hors de la nature. Je vais prendre les 5 premières cartes du deck rencontre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais virer une carte. Donc là, pour l'instant, moi, je veux pas d'ennemis. Je veux pas de trucs qui augmentent trop les effets d'ombre. Voilà, par exemple, ce truc-là, là, c'est horrible de la mort, quoi. Le personnage défenseur n'est pas pris, la défense du personnage défenseur n'est pas prise en compte. Donc je vais virer cette carte de mort que je me suis tapée dans ma première campagne avec une grande douleur, donc je vais virer tout ça. L'ombre de la peur, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, là j'ai des bonnes cartes, je vais payer 1 et 2 ressources, je vais jouer un Ent errant. On n'a jamais trop d'alliés hein, quand on va attaquer un Balrog en général. Vaut mieux être stuffé solidement parce que vous allez voir que il n'est pas là pour enfiler des perles le mec. Hein. Je vais jouer pour une ressource un parchemin d'Isildur. Je vais jouer une chanson à boire. J'ai 5 cartes en main. Du coup j'aurai droit de repiocher 6 cartes. Comme c'est une carte champ, j'ai droit de cliner les 3 amours des histoires pour gagner 3 ressources. 1, 2 et 3. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des grandes chasses, on a des risques à la lumière, on a des regards pénétrants, donc on est super bien. Alors, les regards pénétrants, pour piocher des cartes, c'est cool. Je vais payer une ressource de Foulque Beaufin pour jouer un conseil de Mitrandir. Je pioche 1, 2 et 3 cartes. J'ai toujours pas le breuvage Ent, du coup je ne peux toujours pas tanker avec Sylvebarbe, donc ça veut dire que ce tour-ci il faut sacrifier un allié, on n'a pas le choix. C'est pénible, il attaque à 8, hein, c'est ça? Ouais, le Balrog il attaque à 8, donc même sans effet d'ombre, de toute façon je suis obligé de perdre un allié. Et lui, Frodon Saké, je peux incliner l'anneau unique. Quand Frodon Saké est incliné pour défendre, incliner l'anneau unique et dépenser une ressource communauté pour cibler un ennemi attaquant. Cet ennemi n'inflige aucun dégât. Chaque joueur augmente de 2 son niveau de menace. Donc si j'explore le grand pont
avant que le Balrog arrive. C'est nul. Parce que j'inflige pas les 9 points de dégâts gratos du grand pont. Donc ça c'est complètement naze. Bon, il faut se résoudre, je crois, à perdre un allié. On va pas se torturer la tête. 1, 2 et 3. Je vais jouer un explorateur de la forêt noire. Je joue un risquer la lumière maintenant. Non, il faut mieux que j'attende. J'ai le parchemin d'Isildur, donc je pourrais quand même jouer 2 fois risquer la lumière. Je ne sais pas. Il y a vraiment des cartes tellement dégueulasses dans ce set, quoi. On engage le minimum. Ici, il y a 7 dans la zone de cheminement, donc ce sera le seul tour de toute la partie où je vais pas savoir ce que je vais tirer. Et c'est sûr que ça va me retourner la game. Ça m'arrive très souvent. Mais bon, on n'est pas obligé toujours d'envisager le pire. Il peut se passer des trucs bien. Disons que je mets combien? Il faudrait 5 pour explorer la quête, donc il me faudrait minimum 12. Disons que je mets 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, je mets que 17. C'est con parce que quitte à ce qu'il y ait le Balrog, je pourrais faire un gros tour avec plein de dégâts aussi. Non, allez, on reste comme ça. Je révèle une carte. C'est un escalier sombre avec 4 de menaces. Du coup, il y a 11 de menaces dans la zone de cheminement. Donc, je devrais mettre 6 marqueurs de progression sur la quête en cours, mais on n'a pas le droit de placer plus de 5 marqueurs de progression sur la quête en cours. C'est comme ça. Hop là. À la fin du tour, à la fin de la phase quête, on doit déclencher tous les effets simultanément de Brom Brom Brom. Donc moi par exemple je choisis que le Balrog effectue une attaque et juste après j'enlève un marqueur de dégâts sur Brom Brom Brom, donc là il n'y en a plus, et après on place le Balrog dans la zone de cheminement. Et là c'est le Balrog quoi. Donc 5 de menace, 8 d'attaque, 9 de défense, 25 points de vie, indestructible, ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Le Balrog et les cartes ombres qui lui sont attribuées sont immunisées aux effets des cartes joueurs. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, le Balrog est considéré comme étant engagé au combat avec le premier joueur. Et seul le premier joueur peut déclarer des attaques contre le Balrog. Donc là, on n'est pas super bien. Ah tiens, d'ailleurs j'ai fait une connerie, j'avais pas le droit de mettre les 6 marqueurs d'exploration sur la quête en cours. Donc sur les 6, je vais en mettre que 2. Parce que d'abord c'est la mine de la Moria qui est explorée, c'est l'effet de la mine de la Moria. Bien, d'ailleurs est-ce que j'ai pas oublié de faire une blessure grave? Accablé par le chagrin il y a très très longtemps là. Quand j'ai sacrifié Enamart pour défendre. Donc disons qu'accablé par le chagrin, j'ai le droit de le mettre à ce qui je veux. Ouais, un héros. Et du coup je vais l'appliquer ce tour-ci pour me pénaliser de quand j'aurais dû l'engager tout à l'heure. Allez, je vais voyager vers le Grand Pont. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase d'engagement. Je vais engager personne. À la phase de combat, le Balrog est considéré comme étant engagé avec moi. Donc, comme il est engagé avec moi, il faut que je défende. Et là, j'ai plus trop de gens. Ah, comme j'ai fait un succès de quête, je peux mettre un marqueur sur l'explorateur de la forêt noire. Je sacrifie un interrant. Allez, je défends avec un interrant. Il attaque à 8. Oh, c'est Tom Bombadil. Alors là, c'est vraiment la tristesse, quoi. Bon, il attaque à 8. Moi, je défends à 2. Je prends 5 points de dégâts. Il est mort. Du coup, on va réincliner encore lui. Il ne se redressera pas jusqu'à la fin du tour. Donc, autant vous dire que lui il ne jouera plus jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin de la partie, c'est terminé. Mais on va quand même pouvoir payer 2 de ses ressources pour jouer une ombre du passé et mettre Tom Bombadil au-dessus du deck de rencontre. Là je suis toujours en phase de combat, donc je peux l'attaquer même s'il est indestructible. Je vais attaquer avec Sylvebarbe, donc ça fait 4 plus 2, 6 plus 1, 7 plus 4, ça fait 11. Ouais, il a 9 en défense, ça fait 2 points de dégâts. Donc, autant vous dire que on n'est pas rendu les mecs. Hein. On n'est pas rendu. Il me faut mon breuvage Hunt maintenant, là. Il faut arrêter de minauder, là. Il faut envoyer du breuvage Hunt. Hein. Phase de restauration, on redresse tout le monde.
Hop. Là on a des ents errants, on va les mettre avec les ents errants. Ici on a deux guetteurs de lithilien. Lui il se redressera pas parce que bah, il est fâché. On redresse tous nos personnages. Hop. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19. Et c'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Début du tour, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon. Je gagne une ressource ici, une ressource là, 2 ressources là, 2 ressources là et 2 ressources là. Là, je vous avoue que j'aimerais bien avoir le breuvage Ant. De toute façon, il va m'attaquer 2 fois, donc ça change rien du tout. Je peux pas le tuer ce tour-ci, c'est impossible. Même si je fais 9 dégâts avec Bilbon, il serait à peine à 11. Il faudra encore que je génère tellement de dégâts. Ah, d'un autre côté, il y a Tom Bombadil qui arrive, donc je peux peut-être défendre 2 fois aussi. Sans perdre de personnages importants pour le scénar. Ça, c'est intéressant, ça. Il me faut juste mon breuvage Hans maintenant. Et là, j'ai tellement peu de cartes dans mon deck, c'est obligé que je le pioche, non? Allez, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes en main. Je vais quand même le jouer la carte. Hein. Je vais jouer une chanson à boire. J'incline les 3 amours des histoires. Je gagne 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Et après, je mélange mes 7 cartes dans mon deck. Et je pioche 8 cartes. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, mon breuvage! J'ai mon breuvage. Yes! Je paye 1. Une ressource ici. Hop, je fais mon breuvage N sur Sylvebarbe. Est-ce que j'ai autre chose à faire durant ce tour? Pas particulièrement. Hein. Je peux sortir un Mameloung juste pour avoir un d'attaque en plus. Je sors Mameloung. Je sais ce que c'est là. Oui, c'est Tom Bombadil. C'est des Tom Bombadil, donc c'est peut-être pas la peine de... Surtout, je peux peut-être le réavoir parce que j'ai encore un hors de la nature et un risquer la lumière. Donc si on force le destin, on peut re-avoir Tom Bombadil. Donc phase de quête. Il y a 9 de menaces dans la zone de cheminement. Sachant qu'il y a Tom Bombadil qui arrive. Donc déjà, je vais avoir 3. Il faut que j'explore ce lieu, c'est important quand même. Donc 9, il faut 14 enquêtes, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, lui il a qu'un en attaque, donc il vaut mieux garder lui. Hop. Voilà, je mets 14 enquêtes. 14 enquêtes, c'est important ça? 14 enquêtes? Sachant que j'ai 3 de plus là. Hein. Donc je peux peut-être virer 3 de volonté dans la quête. 1, 2 et 3. Là du coup il me reste combien? 2, 4, 6, 8. 8, 11. Non, il me faut 3 de plus, c'est ça? 14. Donc je mets bien 14 enquêtes comme je l'avais dit depuis le début. Il y a 9 dans la zone de cheminement, on révèle une carte, c'est Tom Bombadil. Donc il est directement engagé dans la quête. Donc là j'ai vraiment 14 enquêtes, puisque jusqu'à présent j'en avais que 11. Du coup je fais un succès de quête de 5. Au moment où je fais un succès de quête de 5, ici, j'explore le grand pont. Du coup quand le grand pont est exploré, je dois défausser un héros. Donc je vais défausser Bilbon Saké. Hop, je vais défausser Bilbon Saké pour infliger X points de dégâts au Balrog, sachant que X est la valeur de menace de ce héros. Donc je vais infliger 9 points de dégâts au Balrog. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4. Donc le Balrog il est à 11 points de dégâts. Voilà, je mets le grand pont dans la pile de victoire et à partir de maintenant, il n'y a plus aucun mot qui est écrit là-dessus. Donc, ah ouais, je peux même du coup défendre avec Gaffer Gamgee, puisqu'il est plus immunisé aux effets des cartes joueurs et tout.
Il perd pas uniquement, il perd tout le texte dans sa boîte de texte, c'est ça? Ah non, il perd juste les mots-clés. Et les mots-clés, c'est que indestructible en fait. Tout le reste du texte, c'est pas des mots-clés. Ok, du coup, bah, c'était pile ce qu'il fallait, c'est ça? 9 plus 5, ça faisait 14. J'avais 14 en quête, donc il n'y a aucun marqueur d'exploration qui est mis sur la quête. Ensuite, je vais quand même voyager vers les escaliers sombres. On défausse la première carte. Si cette carte est un lieu, placez-la dans la zone de cheminement. Ce n'est pas le cas. Mais avant de voyager, le Balrog devait m'attaquer. Donc ça, je pouvais rien y faire, à part pendant la phase de quête, je pouvais faire un risquer la lumière. Donc je peux révéler les 3 cartes. Donc il va m'attaquer une première fois, une deuxième fois, et ça, ce sera la carte de rencontre. Pour chaque ennemi engagé contre lui. Ok. Donc fin de la phase de quête, à cause de Brom, le Balrog m'attaque. On lui alloue une carte, je défends avec Tom Bombadil. Il attaque à 8. Le joueur en défense augmente de 1 son niveau de menace pour chaque ennemi engagé contre lui, donc je passe à 20. Il attaque à 8. Tom Bombadil défend à 3, il prend donc 5 points de dégâts. Il est même pas mort. 4 et 5. Ensuite, on passe à la phase de voyage, donc je voyage. Là, on défausse la carte traîtrise. Du coup, là, il ne va pas y avoir d'effet. Il va pas y avoir d'effet, ok. Phase de combat, le Balrog m'attaque, je défends avec Sylvebarbe. Il attaque à 8, effet d'ombre. Le joueur en défense défausse un attachement non objectif qu'il contrôle, 2 attachements si son niveau de menace est de 35 ou plus. Donc des attachements non objectifs que je contrôle. Bah, je vais incliner les amours des histoires, je vous avoue que... Un seul ou 2? Un attachement. Donc je défausse un amour des histoires. À partir de là, je peux attaquer. J'attaque avec 2, 4. Ah, j'ai oublié de mettre les 5 points de dégâts sur Sylvebarbe. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le Balrog, ça cogne fort. Hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et je paye 2 pour redresser Sylvebarbe. Et j'attaque aussi. Ça fait 16. Il a 9 en défense. Ça fait qu'il prend 7 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 15, 6, 7. Il est à 18 points de dégâts. Il lui reste 7 points de vie. Ah ouais, c'est costaud, un gros comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien ce tour-ci, donc on redresse tout le monde. Quand je redresse ça, je peux soigner 3 points de dégâts à Sylvebarbe. Tom Bombadil est défaussé à la fin du tour. Donc quand il est défaussé, je vire aussi Tom Bombadilon de la partie. Du coup, je vais pouvoir le rejouer, peut-être. Ah oui, parce que du coup, j'ai viré mon risquer la lumière pour trier les cartes. Ça, c'était pas mal. Hein. J'augmente de 1 mon niveau de menace, je passe à 21. C'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Je pioche 2 cartes. Je gagne 2 ressources sur lui, 2 ressources sur lui, une ressource sur lui et une ressource sur lui. Je vais jouer un regard pénétrant gratos, je perds de 4 en menace, je passe à 17. Je vais payer pour 2 ressources, 1 et 2 ressources que je vais regagner immédiatement avec les... Ah non, que je vais pas regagner immédiatement, donc je vais regagner qu'une seule ressource ici. Je vais payer un Tom Bombadilon, je remets Tom Bombadil dans le deck de rencontre. Hop. Voilà. Après je paye une ressource, je vais faire un hors de la nature. Donc je prends les 5 premières cartes, 1, 2, 3, 4 et 5, je vais en virer une. Je vais virer celle-là, il attaque une fois supplémentaire, je vous avoue que j'ai pas du tout envie que ça tombe sur le Balrog ça. Voilà, après qu'est-ce que je peux faire? Je
Je vais payer pour 0, comme je suis toujours en secret, je vais jouer le parchemin d'Isildur et je vais remettre un risque et la lumière en jeu sous mon deck, et j'ai le droit de prendre les 3 premières cartes et les organiser dans l'ordre que je veux. Répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez, X est le nombre d'ennemis engagés contre vous. C'est pas scandale, et ensuite ça, chaque personnage répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de personnages inclinés. Et lui, ça fait des points de dégâts. Donc à la fin de la phase de quête, il va m'attaquer une première fois. Les points de dégâts, je pourrais toujours les absorber puisque j'ai plein de hunt. Donc moi je serais tenté de faire comme ça. Lui ça fait quoi? Il attaque... de toute façon il va forcément me fumer un perso là. Je vois pas comment je pourrais défendre un mec qui attaque à 10 ou à 9. Donc il faut déjà faire le deuil je pense. Tiens, j'ai encore oublié de mettre un marqueur d'exploration sur lui. Je pense qu'il faut faire le deuil d'un ou deux de mes péons, quoi. Ça fait des points de dégâts, je m'en fiche, autant avoir cette carte-là en carte de renfort. Hein. Allez, on fait ça. Donc, phase de quête, je mets le minimum. Il y a 5 dans la zone de cheminement. Le but, ça va juste être de tenir pour essayer de tuer le Balrog ce tour-ci. Hein. Avec un maximum de mecs redressés. Donc là il y a 5, donc il faudrait que je mette, j'ai dit, 5 ça irait, donc 6, 7 peut-être. Donc je vais mettre 2 et 3, 5. 5 ça suffit. 5 ça suffit, on révèle une carte, donc ici on doit, chaque personnage répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de personnages inclinés, j'en ai 1, 2 et 3, puisque lui, Frodon, il boot dans un coin, il a plus du tout envie de jouer avec nous. Donc je vais les infliger à un Ent errant, je pense que c'est eux qui vont se faire saucer la bouche ce tour-ci. 2 à un Ent errant et 1 à Mamlung. Au revoir Mamlung, au revoir. Donc là c'est la fin de la phase de quête. À la fin de la phase de quête avec Brom Brom Brom, il y a le Balrog qui m'attaque, donc je vais défendre avec Mamlung. Il attaque à 9, du coup Mamlung est oblitéré. Donc lui il se réinclinera toujours pas, enfin il se redégagera toujours pas à la phase de quête. La question c'est est-ce que je vais avoir assez dans tout ça pour finir le Balrog, parce que j'ai l'impression qu'il est... Oui. Phase de combat, il me réattaque, donc je vais défendre avec un Ent errant. Non, peut-être même avec Amphas Gamgee, qui me sert plus à rien. Donc répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez, X étant le nombre d'ennemis engagés contre vous. Donc je dois infliger 1 point de dégâts, je vais l'infliger à un Ent errant, et du coup lui aussi est mort. Maintenant, est-ce que j'ai assez de dégâts? J'attaque avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 et 4, 16, 16, 17, 18, 19. Donc je fais 19 points de dégâts. Il a 9 en défense, du coup il perd 10 points de vie et le Balrog est détruit, puisqu'il a 29 points de dégâts. Donc le Balrog est détruit. Il part en pile de victoire. Le Balrog est détruit. Voilà, ça fait un bon problème en moins. Ensuite, on redresse tout le monde à la phase de restauration. Ok. Vers un lieu en jeu. Donc déjà, à la phase de restauration, je peux incliner, mettre les 2 marqueurs d'exploration directement sur lui. Et du coup, ce lieu est exploré. Hop, ça c'est terminé. Comme ça, je pourrais directement... Ah ouais, il faut encore jouer 3 tours de plus. Ouais. Bon là je vous avoue que c'est un peu une formalité, hein. Maintenant il faut que je joue 3 cours parce que j'ai pas le droit de placer plus de 5 marqueurs sur cette quête, il n'y en a que 2, donc il faut que je joue 3 tours de plus juste pour mettre les derniers marqueurs. Donc je passe à 19 de menace, c'est la fin du tour 11, on passe au tour 12, je pioche 2 cartes, je gagne plein de ressources mais j'en ai pas vraiment besoin. Je vais jouer, tiens j'ai oublié de soigner Sylvebarbe, il pouvait soigner de 2 plus lui 1. Hop, je vais piocher des cartes, ça sert à rien. Tom Bombadil, je m'en fous. Je vais jouer un dard sur Foulque Bofin en enlevant les 2 ressources de Frodon. On part en quête, je vais mettre 9 en quête. 9, je vais mettre un tout petit peu plus pour être sûr de passer. Je vais mettre 12 en quête. 12 en quête, on révèle une carte. Donc c'est une carte Transite Peur, renfort.
Le premier joueur incline l'anneau unique, donc j'incline l'anneau unique. Et cette carte elle a renfort. Et c'est une salle aux 1000 colonnes. Donc 2 en menace, ça fait que je fais un succès de quête de 10, mais j'ai le droit de placer que 5 marqueurs. Donc là il y a 7 marqueurs, je voyage vers cette salle. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Je soigne du coup encore 2 points de dégâts sur lui. Et lui j'ai le droit de le redresser, puisque ce tour-ci personne n'est mort. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 20. C'est la fin du tour 12, on passe au tour 13. Je pioche les 2 dernières cartes de mon deck. Je gagne des ressources, mais j'en ai plus vraiment besoin, puisque je compte plus rien faire de mes tours, à part jouer un risquer la lumière. 1, 2 et 3 cartes. Je vais mettre... Alors... Je vais mettre lui et lui dessus. Non, à la limite, ce que je peux faire, c'est faire une embuscade de ce type-là. Moi, ça me paraît bien, ça. Ok, donc là, il y aura combien? Il y aura 2 plus 6. Ça fait 8, donc il faut que je mette 13 en quête. Donc je mets 12, 12, je mets 14 en quête. Je mets 14 dans la quête, on révèle une carte. Ouais, ça servait un peu à rien, ça, mais c'est pas grave. Je révèle un ennemi, donc soit j'enlève un marqueur sur Brom Brom Brom, soit je révèle une carte rencontre supplémentaire. Et c'est Tom Bombadil, donc il est directement engagé dans la quête, donc je passe à 17 dans la quête. Il y a 2 dans la zone de cheminement, je fais un succès de 4 de 15, ce lieu est exploré, il reste 9 marqueurs, j'en mets 5 sur la quête en cours, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois révélé, ça je l'ai fait, donc lui je vais l'engager intentionnellement au combat, je pourrais piocher une carte avec Pipin mais je n'ai plus assez de ressources. Lui il m'attaque, je vais défendre avec Tom Bombadil. Hop. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc Tom Bombadil ne prend aucun dégât, après j'attaque et je le tue. À la fin du tour, on défausse Tom Bombadil et on retire du jeu Tom Bombadillon de la pile de victoire. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 mon niveau de menace, on passe à 21. C'est la fin du tour 13, on passe au tour 14. Durant mon tour, je vais juste jouer encore un Tom Bombadillon pour pouvoir mélanger Tom Bombadil dans le deck. Donc là, je vous avoue que sur 3 cartes, il y a Gildor Inglorion, Tom Bombadil, et la dernière carte, c'est une salle aux 1000 colonnes. Donc, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je mets tout le monde en quête. Hop, je mets tout le monde en quête. En plus, c'est Tom Bombadil qui revient pour la 3e fois ou la 4e fois. Non, c'est la 3e fois cette partie. Donc, du coup, je termine ce scénario au tour 14. C'est un scénario qui est extrêmement long, surtout que vous avez vu, le Balrog défendant à 9. Et pour tomber 25 points de vie au Balrog, il faut pas lésiner, quoi. Voilà, donc c'est un scénario qui est assez sympa, qui est plutôt dur, qui rompt vachement avec un petit peu la continuité des premiers scénarios qui étaient quand même plutôt faciles. Un point sur le score, moi j'ai terminé, j'étais au tour 14, donc j'ai terminé 13 tours, donc le score est de 130. J'ai 21 de menaces, donc ça fait 151. Et après, il faut regarder dans tout ça, puisque ça c'est la pile de victoire. Parce que le Balrog vaut déjà 50 points, le Grand Pont 5 points, donc ça fait 55, Exploration ça fait 1, ça fait 56, la Chambre de Mazarboul ça fait 60, 61, 61 points. Donc je baisse de 61 mon score, sachant que j'étais à 151, je termine ce scénario à 90 points de victoire. Voilà, donc le problème maintenant c'est que Bilbon étant mort, puisqu'il est tombé sur le pont de la Moria, là je vais devoir refaire une partie de mon deck pour les prochains scénarios, et c'est ça qui est un peu problématique. Soit je reste en full Hobbit pour jouer sur les chansons à boire, et à ce moment-là je suis obligé de virer les grandes chasses. Soit je reste en full connaissance pour bénéficier toujours des parchemins d'Isildur, des conseils de Mithrandir. Et à ce moment-là, je peux plus du tout jouer les peuples de la comté, puisqu'il faut que je sois en full Hobbit.
Donc ça c'est le problème, hein. Il faut que je choisisse, soit je reste en full connaissance, soit je reste en full hobbit, mais c'était vraiment la conjonction des deux aspects de ce jeu qui rendait la chose synergique, donc il faut que je fasse des choix. On va regarder la fin de la carte campagne, on vous dit que le premier joueur doit choisir entre une carte fardeau traîtrise du type soit poursuivi par l'ennemi, soit l'ombre de la peur. Alors je vous avoue que la première fois j'avais déjà fait avec l'ombre de la peur ma campagne, et c'est la carte qui m'a fait perdre des scénarios, donc je pense que si j'ai pas joué l'autre carte, c'est parce que certainement elle était encore pire, mais celle-là elle est bien dégueulasse déjà. Donc il faut choisir entre poursuivi par l'ennemi et l'ombre de la peur. Poursuivi par l'ennemi, ça fait maudit 1 et renfort comme l'ombre de la peur. Une fois révélé, chaque ennemi engagé avec un joueur et qui n'est pas dans la zone de cheminement effectue immédiatement une attaque. Et l'autre, et son effet d'ombre, c'est l'ennemi attaquant effectue immédiatement une attaque. Donc celle-là, l'ombre de la peur, son effet, c'est chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Bon, c'est vrai que ça vous casse les combats, les combos, mais c'est pas monstrueux. Le problème, c'est vraiment l'effet d'ombre, quoi. Donc, et le problème, c'est que sur des scénarios comme en itilien, enfin c'est pas en itilien, c'est à la croisée des chemins dans la saga, mais bon, c'est celui qui correspond à en itilien, quoi. Voilà, le problème c'est que ces deux cartes, elles sont horribles, et c'est celles qui feront perdre nécessairement un ou deux scénarios dans les prochains scénarios de la saga. Et après c'est pareil, il va falloir choisir entre accablé par le chagrin et blessure grave. Moi dans ma première campagne j'avais joué Noldor, donc j'avais plein de points de vie, mais déjà j'avais quand même peur de ne pas avoir assez de soins. Là c'est encore pire dans ce scénario, puisque les hobbits ils n'ont pas de points de vie, hein. Donc dès qu'un hobbit va perdre un point de vie, et il y a forcément des conditions, ils vont perdre des points de vie, je vais lui attacher le blessure grave, et après je pourrai plus jamais l'incliner, parce que si je l'incline, il sera mort de suite. Donc du coup, accablé par le chagrin et l'ombre de la peur, ça me semble les deux cartes les plus logiques, mais elles sont tellement horribles que je peux pas me résigner à les rechoisir une deuxième fois, quoi. Bon allez, je vous laisse là, ça fait quand même déjà une bonne grosse vidéo, mais bon, j'avais envie de reprendre la saga depuis un fort long moment, donc bon bah il faut s'y lancer, on est parti quoi, mais vous avez vu, c'était pas n'importe quel scénario, hein. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que je laissais depuis longtemps traîner ce scénario. C'est un scénario qui est plutôt dur, bon je me posais pas trop de soucis sur le fait de réussir à faire ce scénario, puisque j'ai fait 3 ou 4 parties test et à chaque fois j'ai réussi à le faire. Le problème c'est juste que ça fait des méga longues vidéos, donc je sais pas si je vais pas encore le retourner pour essayer de faire plus court. Mais je vois pas comment faire plus court, on est toujours obligé de temporiser pour le plus longtemps possible pour être installé le plus solidement possible quand le Balrog va arriver en jeu. Et quand le Balrog est en jeu, de toute façon il vous faut au moins 3 ou 4 tours pour le fumer, quoi. C'est un monstre le Balrog, quoi. C'est vachement bien rendu d'ailleurs, hein. Ça fait plaisir de voir une carte comme ça, hein. Ce Balrog, il est vraiment costaud. Bon allez, je vous laisse là. C'est Exiliox dans cette cinquième scénario de saga du Seigneur des Anneaux. À bientôt.